Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information du 3 décembre 2025. Au sommaire, le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba, a procédé ce mercredi au lancement officiel des 72 heures de handicap à Conakry, initiative portée par le ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables visant à renforcer l'inclusion et la protection des personnes en situation de handicap. Et puis c'est l'une des retombées majeures de la loi de finances rectificative récemment promulguée par le chef de l'État. Il s'agit de l'exonération de la TVA, la réduction des droits de douane sur les véhicules neufs et le matériel électrique. L'heure est à la vulgarisation. Enfin, au ministère de l'enseignement technique, une compétition est lancée pour développer la culture de l'excellence dans l'entretien des établissements et l'assainissement. L'idée d'améliorer la gouvernance dans les écoles professionnelles afin de changer leur image. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Le Premier ministre Amadou Riba a procédé ce mercredi au lancement officiel des 72 heures de handicap à Conakry, initiative portée par le ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables visant à renforcer l'inclusion et la protection des personnes en situation de handicap. L'événement fut marqué par des engagements et des annonces fortes pour une société plus solidaire. Hadi Kamara, Tabasouma, Ousmane Kobili Keita. Dans un pays où la résilience s'impose comme un véritable moteur, la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap résonne comme un appel vibrant. L'inclusion, la dignité et l'espoir. Un triptyque qui, en filigrane, traduit l'engagement renouvelé du gouvernement guinéen en faveur des citoyens vivants dans la difficulté. Cette célébration permet de s'interroger sur ce que la société fait pour améliorer nos conditions de vie. Il est rapporté que les personnes en situation de handicap constituent la minorité la plus importante. Malgré les avancées enregistrées par la Guinée, ces personnes doivent affronter exclusion, discrimination et difficultés à jouir de leurs droits fondamentaux et à être incluses dans le développement. Au lendemain de la célébration du 3 décembre 2024, vous avez vous-même, Monsieur le Premier ministre, installé une rampe d'accès à la primature et instruit l'ensemble des départements ministériels à en faire autant. Dans ce temps, des rampes d'accès furent effectivement installées dans certains départements ministériels, tandis que d'autres tardent encore à le faire. Du haut de cette tribune, nous plaidons pour que l'aménagement des rampes d'accès et des parkings réservés se poursuivent partout. Promouvoir des sociétés inclusives pour les personnes en situation de handicap afin de favoriser le progrès social. C'est le thème choisi pour célébrer cette couche vulnérable. Décider de dédier 72 heures à la cause de nos concitoyens en situation de handicap démontre notre adhésion aux initiatives et projections d'inclusion engagées sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président Mamadi Doumbouya, qui ambitionne de faire profiter aux Guinéennes et Guinéens le fruit de la prospérité économique. Le paquet d'actions consistant à valoriser les icônes, assurer l'appareillage orthopédique et distribuer des aides techniques de marche à 1 millier de bénéficiaires, fournir des kits de protection individuelle à autant de personnes atteintes d'albinisme. La question est cruciale. La Guinée pose des jalons importants et les acteurs appellent à plus de soutien technique. Le gouvernement, de son côté, rassure la pérennisation de financement des actions consacrées à l'inclusion. La loi constitutionnelle de la République de Guinée, conformément à la Constitution, oblige l'État à accompagner toutes les personnes, notamment les enfants, pour qu'ils aillent à l'école. Et ça, c'est un devoir, c'est une exigence. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Madame la ministre de l'Enseignement technique et professionnel et Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, c'est une charge de prendre cela à bras le corps pour que dès l'année prochaine, que de manière effective, que des programmes, que des dynamiques soient engagées pour qu'on puisse, dans le concret,
faire bénéficier à nos compatriotes leurs droits constitutionnels. Les personnes souffrant d'un handicap ont besoin d'avoir des accompagnements spécialisés. Et nos infrastructures, notre système éducatif n'est pas encore préparé. D'où la nécessité d'engager d'ores et déjà, de manière concertée avec tous les ministères s'intéressant à la question éducative et même à la question professionnelle, à la question de la santé, les voies et moyens d'avoir des écoles spécialisées pour former des personnes en capacité d'encadrer les enfants souffrant d'un handicap, que ce soit les malvoyants, que ce soit les personnes souffrant de surdité, etc., etc. Au cours de cette cérémonie, l'assistance découvre une série de prestations artistiques réalisées par ces jeunes en situation de handicap, danse, chants et clips. Autant de démonstrations qui témoignent du potentiel et du courage de ces personnes handicapées, comme pour dire qu'une nation ne se construit pleinement qu'en valorisant chaque force, chaque voix et chaque énergie. Le mois de décembre est souvent dédié à une sensibilisation à grande échelle pour la lutte contre le VIH-Sida. En Guinée, l'organisation Médecins sans frontières Belgique a réuni récemment journalistes et acteurs de la santé autour d'un café déjeuner au cœur des échanges. 22 ans d'intervention dans la lutte contre le VIH-Sida, les avancées, mais aussi les défis persistants dans l'accès aux soins. Hadia Toubari. Dans un espace d'échange convivial, Médecins sans frontières Belgique a ouvert ses portes aux médias pour présenter les résultats de ses actions menées depuis plus de 20 ans en Guinée. L'organisation, présente dans la prise en charge du VIH depuis les années 2000, rappelle que l'accès gratuit et continu aux antirétroviraux, l'accompagnement psychosocial et la prise en charge des cas avancés restent les piliers de son intervention. Les actions majeures, je dirais, sont beaucoup orientées sur le dépistage de la tuberculose. La tuberculose est la principale infection opportuniste, maladie. On a eu des résultats extrêmement encourageants sur le nombre d'enfants diagnostiqués avec la tuberculose avec cet algorithme. Il y a encore trop de personnes qui préfèrent ne pas y penser ou ne pas chercher à connaître son statut, souvent par crainte. Les échanges ont également porté sur l'importance d'impliquer les communautés et d'améliorer l'accès aux soins pour les populations clés souvent éloignées du système de santé. Au cours de ce café presse, MSF insiste sur la nécessité d'une transition progressive du projet VIH vers les autorités sanitaires. Le hic est que la plupart de ces personnes qui sont là, ou du personnel qui est là, ils ne sont pas fonctionnaires de l'État. Et donc, l'État doit prendre vraiment des mesures afin de les maintenir et de les fidéliser après le retrait des Médecins sans frontières. L'État doit voir si c'est au niveau du secteur privé avec les fonds domestiques pour pouvoir prendre en charge la population guinéenne qui vit avec le VIH. Parce que cette population n'est pas une couche à exclure. Ce sont des personnes ressources qui peuvent être utiles à la nation. À travers ce café presse, Médecins sans frontières Belgique réaffirme sa volonté d'accompagner la Guinée dans la lutte contre le VIH. Une collaboration essentielle pour atteindre les objectifs d'élimination de l'épidémie dans les années à venir. Des candidats à la présidentielle du 28 décembre 2025 reçus à l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel. Il s'agit d'échanger sur le déroulement de la campagne en cours pour une élection apaisée et réussie. Alpha Isiagaba. Des représentants des partis politiques candidats à l'élection présidentielle reçus à l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR. L'actualité du moment est au centre des échanges. Ces quelques représentants des formations politiques sont appelés à plus de retenue pour une campagne présidentielle réussie et apaisée. Le Front démocratique de Guinée, depuis sa création, a signé d'abord le code de bonne conduite des partis politiques. Notre leader, il a toujours dit qu'il veut que les élections se passent dans les meilleures conditions
dans la paix et la quiétude sociale. Tous les candidats à l'élection présidentielle sont concernés par cette rencontre initiée par l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel. Pas seulement, tous les acteurs du processus électoral sont dans l'agenda de l'ONASUR. Depuis la mise en place de l'ONASUR, nous, à notre niveau ici, nous sommes dans une logique inclusive. Une logique qui consiste à organiser des séances de rencontres avec les différentes parties prenantes, à savoir la DGE, les partis politiques, leurs représentants, qu'il s'agit d'aborder au cours de ces différentes rencontres les sujets cruciaux relatifs à la conduite dans d'excellentes conditions du processus électoral. L'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel est une institution indépendante et a pour mission de garantir la transparence et la crédibilité des élections. C'est l'une des retombées de la loi de finances rectificative récemment promulguée par le chef de l'État. Il s'agit de l'exonération de la TVA et la réduction des droits de douane sur les véhicules neufs et les matériels électriques. L'heure est à la vulgarisation, une manière de soulager les citoyens dans l'acquisition de nouveaux moyens de déplacement pour aussi lutter contre les incendies. Mohamed Souma. Moderniser le parc automobile et sécuriser les bâtiments, des préoccupations résolues par la loi de finances rectificative 2025. Pour l'importation, la vente des véhicules neufs et des matériels électriques, la TVA est exonérée. Pas seulement, les droits de douane ont drastiquement diminué, passant de 44 à 12,75% pour les automobiles de transport de 10 personnes et de marchandises, de 7,5% pour les véhicules à usage spéciaux, comme des ambulances, et la lutte contre l'incendie. On ne peut pas résumer la cause des incendies à la défectuosité, à la qualité des matériels électriques seulement, mais si ce n'est que ça, et qu'on peut faire quelque chose, nous avons proposé au gouvernement, et le président de la République a accepté qu'il faut aller dans ce sens. Pour les véhicules neufs, on est aujourd'hui descendu à 12,75%. Cela veut dire qu'aujourd'hui, au lieu de demander des exonérations à tout va, tout citoyen peut s'offrir un véhicule neuf aujourd'hui quand vous en avez les moyens. Ce n'est pas les taxes qui vont vous rebuter. Quant à l'incidence de cette mesure sur la mobilisation des recettes, le département du budget à travers les douanes se montre rassurant. Le volume va augmenter. Et ce qu'on aura peut-être perdu en droits et taxes, on le récupère sur le volume. Et il a dit, d'une année sur l'autre, 2026-2028, on aura un volume important. Et si ces volumes sont bien fiscalisés du point de vue douanier, il n'y aura pas d'impact sur la mobilisation des ressources. Ce n'est pas ouvert à tous les véhicules. Ces véhicules sont codifiés et classifiés. Et cette mesure fera l'objet d'un arrêté conjoint d'application qui va davantage, n'est-ce pas, bien expliquer les mesures. Alors par rapport au matériel électrique, c'est la même chose que le véhicule. En douane, tout est codifié et classifié. Ces deux mesures sont favorablement accueillies par les importateurs et misent à l'avenir sur un nombre important de véhicules neufs dans la circulation. Notre président a réellement le souci de la satisfaction de ces populations. C'est-à-dire, le consommateur aura ici l'accès plus facile aux véhicules récents. L'importateur aussi va facilement importer plus de véhicules. En plus des véhicules et des matériels électriques, l'exonération de la TVA et la réduction du dédouanement s'appliquent aux engins agricoles. Finalité, améliorer les conditions de vie des populations. En dehors du continent, en Allemagne, une grande rencontre a mobilisé les Guinéens vivant à Berlin, à Dortmund et à Bonn. Plusieurs centaines de compatriotes réunis pour célébrer la Guinée. Ils ont salué les réalisations en cours dans le pays et promettent de contribuer activement aux efforts de développement. Il s'agit d'une rencontre périodique entre le personnel diplomatique et la communauté. Le point avec Makeme Donzo. 3 étapes, 3 lieux, mais un seul message. Participer au développement du pays. À Berlin, à Bonn et à Dortmund,
la communauté guinéenne vivant en Allemagne a massivement répondu à l'appel de l'ambassadeur pour évoquer des sujets d'actualité et voir ensemble comment favoriser la contribution de cette importante diaspora au processus de développement en cours en Guinée. Plus de 800 personnes ont participé à ces rencontres d'échange autour du personnel diplomatique. Cette dynamique que j'ai vue aujourd'hui me rassure que le rêve des Guinéens de voir la continuité des réformes, la continuité des infrastructures en Guinée. Un message d'unité et de mobilisation. L'ambassadeur exhorte la forte communauté guinéenne vivant en Allemagne à favoriser un processus politique calme et apaisé. Qui passe sa valeur, sa vision, ses convictions, devra porter la Guinée de demain. Il faut avoir la chance de vivre cet événement. Et puisque nous avons la chance de vivre cet événement, il faut l'assumer avec fierté. Le Conseil des Guinéens d'Allemagne, les bureaux de coordination, les associations de jeunes et femmes, ainsi que les sages promettent tous de vivre une période de campagne politique respectueuse du choix de chacun et d'aller à l'élection dans le calme et le respect des lois allemandes. Les travaux de bitumage de la voirie urbaine de Conakry se poursuivent à Sonfonia T7 et Yataya, tout comme sur d'autres axes de la banlieue. Les routes reçoivent le bitume malgré quelques désagréments causés au niveau de la circulation. Usagers et population riveraine saluent cette action du gouvernement sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. Abakar Junior Kamara pour en savoir davantage. Les quartiers Yataya Plateau et Sonfonia Gare dans la commune de Sonfonia reçoivent à leur tour le projet de construction et de bitumage de la voirie urbaine de Conakry. 8 km 900 pour Yataya Plateau et 9 km pour Sonfonia Gare. Du Carrefour Marché jusqu'à Baké Sanadia, l'heure est à la pose de la couche de roulement après la construction et l'extension des canaux d'évacuation. L'entreprise ambitionne de respecter le délai contractuel. Yataya a un linéaire de 9 km 500 à faire. Nous sommes aujourd'hui à peu près 4 km 300 où je pourrais réellement me réjouir à un pourcentage évoluant à partir de 46%, uniquement la zone de Yataya. Avec la volonté politique du gouvernement à accompagner l'entreprise comme nous le souhaitons, on pourrait réellement être dans le timing. La construction de ces voiries de Grand Conakry constitue un ouf de soulagement pour les populations. Elles expriment leur reconnaissance au chef de l'État. On est très contents de la route parce que la poussière nous a trop embêtés ici. Et maintenant qu'on voit le goudron, vraiment on est très contents. Donc on félicite l'entreprise Guike Press qui est en train de réaliser ces travaux. Le président Mamadi Doumbouya, il n'y a pas son deux. Avant, on était dans la boue ici. Mais aujourd'hui, Dieu merci, notre route est faite. Nous remercions infiniment le gouvernement. Inscrit dans le portefeuille des projets de priorité présidentielle, la construction de ces 214 km permettra de désenclaver tous les quartiers de la capitale. Après une visite du chantier de l'hôpital régional de Kindia Construction, le ministre de la Santé sur un autre site, mais cette fois-ci, c'est à Labé. Dans ce périple, Dr Oumad Djoueba est accompagné par l'ambassadeur de la France en Guinée. L'état d'avancement des travaux est salué par ces différentes personnalités. Tcherno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. Lancé en août 2025, les travaux de construction de l'hôpital régional de l'Abbé avancent à grands pas. Les ouvriers s'activent dans la réalisation de cette infrastructure sanitaire. Déjà, quelques bâtiments ont commencé à prendre de la hauteur. Cet hôpital est appelé à devenir un CHU. C'est pour la formation du personnel, c'est pour etc. Voilà. Donc ça sera l'amphithéâtre et la partie administration, gestion de l'hôpital. Ok. Donc ça, imagerie, tous les blocs opératoires, etc., etc. On a vu comment ce bijou est en train de pousser dans la région administrative de l'Abbé. Je dirais un sentiment de satisfaction. Mais de remerciements aussi à l'égard des ouvriers qui passent leur temps ici matin, midi, soir. Ce nouvel hôpital régional, une fois achevé, sera doté de toutes les commodités avec une grande capacité d'accueil. Il va aussi contribuer à améliorer l'offre de soins dans la région, mais également renforcer l'autonomie sanitaire des populations et répondre avec efficacité aux besoins croissants de la communauté en matière de santé.
On est très fiers d'apporter cette réponse très concrète aux populations de la baie et de sa région, notamment sur cette spécialité autour de la néonatologie, de l'obstétrique et des naissances précoces. C'est un endroit où des vies seront sauvées. Et vous savez tous, quand on tombe malade, on a besoin de rien d'autre sinon que de la santé. Donc soyez fiers encore une fois de ce que vous êtes en train de faire et nous vous encourageons. Soyez très sérieux, travaillez avec patriotisme, avec détermination. Avant de quitter les lieux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a mis l'occasion à profit pour exhorter à l'entreprise contractante au respect du délai contractuel. À l'image de Kindia et Labé, les régions de Canton et Zéro-Corée verront ce type d'infrastructure moderne. Dans la commune rurale de Koundja, en préfecture de Mantiana, le plan de développement local progresse de façon rassurante. Plusieurs infrastructures sociales de base sont réalisées pour répondre aux attentes des populations locales. C'est un effort de la délégation spéciale pour restaurer l'autorité de l'État. Tchamokaba. En lançant ces travaux d'utilité publique, la délégation spéciale de Koundja améliore le cadre de vie avec de l'eau potable à portée de main pour réduire l'incidence des maladies infectieuses. Les satisfactions exposent l'engagement des autorités locales, toujours en première ligne pour le bien-être de la communauté. Koundja, on a un manque d'eau. Il faudrait réhabiliter cette adduction d'eau pour pouvoir assister à nos mamans et à la population d'avoir l'hygiène publique. Pour permettre à la mobilisation de la communauté, il faut des routes, afin d'éviter les accidents et les coïncidences dans le district. Ces actions sont faites par le fonds propre de la commune. Dans cette sous-préfecture très dynamique de la préfecture de Mandiana, le désir de mieux vivre ensemble a pris son envol depuis la mise en place des membres de la délégation spéciale. Aujourd'hui, après des années de gestion de la commune rurale, un nouveau dispositif est mis en branle pour repeupler le village et même de le faire revivre. Doter le village d'un point d'adduction d'eau et d'une route sont des actions que nous saluons, car la base de tout développement rural commence par là. Nous remercions la délégation spéciale pour les efforts fournis en faveur du bien-être de notre communauté. Ce projet de développement communautaire inspirant propose une alternative réaliste pour construire un meilleur avenir collectif pour les résidents et ressortissants, une politique d'émergence villageoise pour répondre aux besoins de proximité. Comme annoncé dans les titres, au ministère de l'Enseignement technique, une compétition est lancée pour développer la culture de l'excellence dans l'entretien des établissements et l'assainissement. C'était en effet un des points à améliorer dans la gouvernance des écoles professionnelles afin de changer leur image et les rendre plus attractives. Tcherno Ousmane Diallo. Dans le système de développement de l'enseignement technique, les questions d'hygiène dans les écoles et l'entretien des équipements sont désormais considérés comme des aspects fondamentaux dans l'évaluation des différents responsables. En initiant une compétition au niveau national autour de ces deux éléments, la ministre en charge de la formation professionnelle veut marquer une rupture avec les écoles insalubres et encourager les responsables à mobiliser les ressources locales pour maintenir un cadre d'études agréable dans toutes les écoles professionnelles. Vous constatez effectivement qu'aujourd'hui, toutes les écoles qui sont au niveau de l'enseignement technique au niveau national ont redoré leur blason en termes de propriété, en termes d'entretien des latrines, en termes d'entretien également des infrastructures et surtout la qualité de la maintenance de nos équipements dans les écoles. Et si cette initiative devient pérenne au niveau de l'enseignement technique, ça va créer l'opportunité pour nous de faire l'émulation entre les différents établissements. Avant le lancement de cette compétition, voici à quoi ressemblaient certaines parties de l'ENAM. Après lancement de la compétition, les changements sont nets. Même constat au CFP Kamaralai, où la propreté et l'entretien continu sont désormais de rigueur. Pour nous déjà, c'est la joie pour nous à chaque fois que les gens viennent et trouvent l'école propre et bien entretenue. Et c'est toujours joli à avoir. Pour nous, ça a été un plus. Parce que non seulement des journées d'assainissement, mais nous avons eu aussi à jumeler avec le cours pédagogique. Donc chacun chez nous a essayé de faire une activité pratique dans son domaine. Quand vous prenez la soudrerie, ils ont eu à confectionner des poubelles. Les maçons ont refait les points et les plombiers ont essayé de voir les toilettes, revoir. Après les premières opérations, cette compétition nationale permet surtout aux élèves et encadreurs
de mieux intégrer la nécessité d'une implication collective pour la salubrité et l'entretien des équipements de leurs écoles professionnelles. Le conseil d'administration de l'Office national de perfectionnement et de formation professionnelle vient de tenir sa 3e session ordinaire ici même à Conakry. Il était question de passer en revue les activités réalisées en 2025, de valider le budget prévisionnel 2026 et la construction des nouveaux sièges pour l'institution. Koumara Moussa. Cette 3e session réunit les acteurs clés de l'écosystème. Ils examinent ensemble les résultats, ajustent les priorités et définissent la trajectoire que doit suivre la formation professionnelle pour répondre aux aspirations économiques du pays. En fait, le conseil d'administration se réunit régulièrement pour faire une mise à jour des réalisations comparées aux projections. Le bilan des actions menées, taux d'insertion, les performances des antennes, l'impact socio-économique des programmes. Chaque indicateur est passé au scanner. Un exercice qui a permis de dévoiler le contenu du plan d'action opérationnel 2025 de l'institution. Dans le secteur informel, l'objectif était d'accompagner 5000 apprenants avec une insertion de 2500 d'entre eux. Par contre, le secteur formel, on a décidé de ne plus former en quantité, que ce soit en informel, en formel, mais de rehausser la qualité de la formation. Ce rendez-vous stratégique est l'occasion unique pour ces conseillers d'examiner, de plancher sur les grandes orientations, digitalisation des modules, certification renforcée et amélioration du contenu de la formation pédagogique. Autant de chantiers pour positionner l'ONFPP comme un acteur moderne centré sur la qualité. A parcouru le plan d'action de l'ONFPP qui est pratiquement à 85%. Sur les 30 objectifs qui les avaient été assignés, 21 ont déjà été atteints. Et ça, c'est une grande satisfaction, c'est une grande avancée. Cette 3e session s'achève sur un engagement fort. Consolider les acquis, accélérer les réformes, doter l'institution d'un siège et renforcer la qualité de la formation pour être une force motrice du développement du capital humain de la Guinée. Des journées portes ouvertes sur la qualité en Guinée. Des visites guidées sont organisées pour les opérateurs économiques, partenaires sociaux et grand public. L'idée est de mettre en lumière les réformes engagées pour la protection des consommateurs dans la certification des produits agroalimentaires. Marwan Kamara, Abdul Khalifa Keita. La qualité, levier de compétitivité et de protection du consommateur. Ici, le thème reflète toute sa signification. Pour cette 12e journée porte ouverte sur la qualité, l'Office national de contrôle des qualités accueille dans ses laboratoires opérateurs économiques et partenaires sociaux. La qualité des équipements rassure les acteurs. Nous avons pu voir 2 laboratoires, un premier laboratoire physico-chimique et un deuxième laboratoire de microbiologie. On ne pouvait pas imaginer qu'il y avait autant de machines qui étaient importantes, qui étaient nécessaires dans la vérification de la qualité de tous les produits faits en Guinée ou importés. Et ça ne fait que rassurer encore une fois pour se dire que oui, nous allons de l'avant, même que la refondation, elle est vraiment effective. Et que ça m'a rassuré, on a vu la machine, on a vu en réalité, c'est pas des faux. Tous les produits qu'on exporte aujourd'hui, ça sera examiné ici, entretenu, analysé. L'analyse qui sera sur le certificat, c'est la réalité. Des visites guidées sont organisées dans tous les compartiments des laboratoires d'analyse des aliments et d'autres produits agroalimentaires. Ici, les produits passent sous les scanners et mains expertes des équipes de contrôle. Actuellement, nous sommes en processus d'accréditation sur la 17025, qui est la même ISO pour les laboratoires d'essai d'étalonnage, ce qui est en train d'arriver à son terme, mais c'est une démarche qui va permettre de donner plus de fiabilité et plus de sécurité aux documents que nous délivrons. Cette première édition a permis aux différents acteurs de la chaîne de contrôle et de production agroalimentaire de Guinée de faire l'état des lieux des réformes engagées. D'autres mesures et campagnes de sensibilisation sont annoncées pour améliorer les différentes pratiques. Le Conseil national de gestion des produits et substances chimiques s'est réuni en session ordinaire pour faire le point sur la situation face aux risques chimiques. Autorités, experts et partenaires examinent les progrès, défis et mesures à prendre pour protéger la santé des populations et l'environnement. Diene Yansane, Lansana Kamara.
Le Conseil national de gestion des produits et substances chimiques, CNGPSC, a tenu sa session ordinaire réunissant autorités, experts et acteurs du secteur pour faire le point sur la gestion des produits chimiques en Guinée. Il y a eu un plan d'action qui a été élaboré pour l'année 2024. Il est question de revoir l'évaluation de ces différentes activités, mais également aussi se projeter pour l'année 2026 en tirant les leçons du bilan de 2024, en tenant compte justement du programme Simandou. Également aussi, il y a une stratégie nationale qui a été élaborée. Il faudrait voir comment mettre en œuvre cette stratégie en impliquant toutes les parties prenantes concernées justement dans la gestion de ces produits. Les travaux ont également lancé la préparation du plan d'action 2026 avec des échanges sur les priorités et les recommandations issues de la précédente session. Nous remarquons qu'il y a beaucoup d'intoxications enregistrées au niveau des hôpitaux, sauf que des interventions dans le cadre de la prise en charge du suivi de l'intoxication n'est pas encore assurée dans notre pays. Donc la population vraiment mérite d'être soutenue, encadrée, sensibilisée pour aider le gouvernement à prévenir ces risques-là qui causent beaucoup de dégâts au niveau du pays. Ces produits sont utilisés par des analphabètes souvent mal conseillés, ne sont pas formés, qui voient directement les résultats des désherbants chimiques. Avec les orientations à venir et la poursuite des réformes en cours, le CNGPSC entend améliorer l'efficacité du dispositif national de gestion des produits chimiques. Voici maintenant une volonté à travers laquelle les femmes ne veulent pas rester en marge des activités du projet Simandou. Une formation en engins lourds est organisée pour certaines à Boké. L'ONG Force des femmes pilote l'exercice à travers son programme de formation et d'employabilité des femmes. N'est-ce pas, Abdul Karim Kamara? La jante féminine, plus que jamais déterminée à jouer sa partition dans Simandou 2040. Une volonté née du programme de formation et d'employabilité des femmes PROFEF afin d'intégrer celles-ci dans les métiers liés au projet Simandou. À Boké, l'ONG Force des femmes lance la formation de 20 femmes en conduite d'engins lourds dans les mines. Ce projet ne se limite pas à former, il vise à intégrer, autonomiser et créer de la richesse pour la communauté. Des formations qualifiantes, comme celle-ci, nous brisons les plafonds de verre et ouvrons la voie à un avenir où les femmes occupent pleinement leur place dans les secteurs stratégiques. Avec l'inaltérable volonté de réussir ce pari, ces filles et femmes ont désormais un goût prononcé pour la conduite des engins lourds et poids lourds pour se spécialiser en chargeuses sur pneus. C'est pour nous dire que nous, les femmes, quand l'on veut, on peut. Moi, en tout cas, je suis ferme prête pour suivre la formation parce que suivre la formation, suivre quelque chose, si tu n'as pas l'amour, l'affection, le sentiment, tu ne le pourras pas. Ce sont des engins d'opération dans les opérations minières. Ils feront quelque temps au niveau de la simulation et ils finiront par la formation pratique sur l'engin réel au niveau du site, de notre site de pratique ici à Boké. Ces jeunes femmes auront 3 mois de formation, dont un en théorie. Et d'ores et déjà, l'initiative de Force des femmes bénéficie de l'accompagnement et de l'appui financier des autorités et de l'entreprise SMB. Chers bénéficiaires, je vous invite à vous investir, cultiver la solidarité et l'esprit d'équipe et surtout croire à vos capacités. Ce programme de formation et d'employabilité va s'étendre sur 5 ans afin de former 2500 femmes avec un seul objectif, parler de la place et de l'inclusion féminine dans les métiers liés au projet Simandou. En région forestière, un nouveau pas vient d'être franchi dans le renforcement de la gouvernance locale face aux défis climatiques. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'ANAFRIC, accompagné d'une mission de la Banque mondiale, a récemment séjourné à Zérekouré et dans plusieurs communes de la région. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Pour évaluer l'état d'avancement du projet, une mission conduite par le directeur général de l'ANAFRIC, accompagné du chargé du suivi de la Banque mondiale, a effectué une visite de terrain pour évaluer l'impact des actions menées auprès des populations, échanger avec les autorités locales et acteurs communautaires.
des réalités du terrain et surtout de voir ensemble avec les partenaires, dans le cadre du respect des dispositions de l'accord de financement qui lie le gouvernement guinéen à la Banque mondiale, qui voudrait que de façon périodique que nous venions ensemble voir comment est-ce que les activités se mènent sur le terrain. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur le terrain, il y a beaucoup de renforcement de capacités, mais surtout avec les communautés, les citoyens qui sont très engagés. Renforcer la compréhension des communautés face aux défis climatiques et améliorer les pratiques de gouvernance, tel est l'objectif du projet d'appui à la gouvernance locale mise en œuvre par la Banque mondiale à travers l'ANAFIC. Au nom des membres de la délégation spéciale, d'exprimer notre profonde gratitude à la Banque mondiale, partenaire financier de ce projet, pour son engagement constant aux côtés des collectivités locales de la région administrative de Zérékoré. En région forestière, les communes urbaines de Beila, de Zérékoré ainsi que la commune rurale de Samoué comptent parmi les localités touchées par ce projet. Toujours en région, tenue à Cancan, des travaux de la 10e session du comité consultatif régional du projet AgriFarm. Ces travaux ont regroupé autour du gouverneur de région les membres statutaires du comité, le niveau d'exécution du projet et le plan de travail annuel ont été passés au crible. RTG Cancan et l'Alfo de Bangali Fofana. Ici réunis à Cancan, les membres du comité consultatif régional du projet AgriFarm. C'est la deuxième et dernière session de ce comité au compte de l'année 2025. Conformément à sa mission, ce comité se réunit 2 fois par an dans le but de favoriser la coordination entre acteurs régionaux du développement agricole et de la commercialisation, incluant le secteur privé et les projets existants dans le domaine des pistes rurales, de l'entrepreneuriat des jeunes et du développement des filières maraîchères. C'est le suivi des activités planifiées dans le PTBA. Ensuite, aider aussi le projet à se projeter dans la planification du PTBA 26. Vous savez que nos activités sont annuelles. On fait le plan de travail annuel budgétisé. Cet instrument du projet veille non seulement sur le suivi des activités dans la localité, mais aussi sert à orienter le projet dans sa mise en œuvre. Ce projet AgriFarm envisage d'aménager des milliers d'hectares qui doivent être mis en valeur par les producteurs. Le projet a beaucoup d'objectifs dans la région. Nous pouvons citer les initiatives projets financés à coût partagé avec les institutions de microfinance. Aujourd'hui, tous les sites de marchés agricoles sont étudiés et les marchés sont attribués aux entreprises. Donc, il y a un marché déjà qui est à la phase finale. On attend la réception provisoire pour mettre à disposition des bénéficiaires. Les autres marchés, à partir du 1er décembre, nous allons lancer presque 9 sites de marchés à construire. Les résultats devront contribuer significativement à l'orientation et au succès de ce projet AgriFarm dans les préfectures couvertes par l'antenne régionale de Cancan. La question de la sécurité routière devient plus que jamais une urgence nationale. Pour faire face à cette préoccupation, l'ONG Club des Amis du Monde a initié un atelier de dissémination de la boîte à images sur la sécurité routière, un outil pédagogique financé par Rio Tinto et conçu pour renforcer la sensibilisation. Kadiatou Suleiman Kita. Alors que des accidents mortels se multiplient sur les routes nationales, l'ONG Club des Amis du Monde et ses partenaires Rio Tinto, Simfer, WCS, CTG et des services publics mettent à la disposition de tous une boîte à images sur la sécurité routière. Un support visuel et interactif permettant de renforcer la promotion d'une conduite plus responsable tout le long du corridor Simandou et également sur les routes nationales. De 3 mois maintenant que nous sommes sur la conception, la validation
Aujourd'hui, nous avons organisé cette journée pour pouvoir disséminer cette boîte à images pour l'intérêt de nos communautés, mais surtout celle du corridor de Simandou et certaines routes nationales utilisées par les entreprises minières dont Rio Tinto Simfer. On a créé cet outil qu'on va utiliser pour toutes les sensibilisations et c'est un outil qui va au-delà de l'impact du projet Simandou qui va pouvoir être utilisé par d'autres acteurs dans l'ensemble du pays. La dissémination de cette boîte à images a regroupé autorités, acteurs concernés par la sécurité routière. Ces images validées ici avec toutes les parties prenantes vont servir à sensibiliser, à informer les usagers et tous ceux qui longent le long du corridor de Simandou. Pour l'ONG Club des Amis du Monde et ses partenaires, notamment Rio Tinto Simfer, l'enjeu reste clair, protéger des vies et instaurer une culture de sécurité durable sur l'ensemble du réseau routier. Suite à un incendie dans le district de Bessé, localité de Fangamadou, préfecture de Guéguédou, le gouvernement, à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes, apporte des vivres et non-vivres sinistrés, durement éprouvés par cette catastrophe. La population a salué la promptitude et la célérité qui ont caractérisé l'acheminement de l'aide aux sinistrés. Amadou Touré, Sédou Bassila. Suite à un incendie ravageur, les habitants du district de Bessé, localité de Fangamadou dans la préfecture de Guékédou, ont perdu biens matériels et greniers de stock alimentaire, occasionnant ainsi une situation de précarité sur le plan de l'alimentation. Face à cette situation, le gouvernement, dans sa logique d'assistance humanitaire dans de telles situations, a apporté à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUSH une importante quantité de vivres et de non-vivres pour aider ces citoyens à surmonter cette épreuve. Nous, avec notre équipe technique, nous allons donc procéder à une évaluation plus approfondie de la situation. Nous allons remonter les données à Conakry, nous allons les traiter et ensuite répondre de façon plus efficace. Donc, le deuxième objectif de notre mission consiste également, donc, comme vous le voyez, à apporter une aide humanitaire aux populations qui ont été victimes donc, de cette crise ici à Bessé. Donc, à cet effet, le gouvernement, à travers ANGUSH, a donc mis à disposition des kits qui sont composés de vivres et de non-vivres. Pour cette promptitude dans la réponse humanitaire de l'État, grâce au président de la République, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, les populations de Guékédou, par la voix du secrétaire général de la préfecture, expriment leur satisfaction. Au nom de monsieur le préfet, je tiens à exprimer ma gratitude à monsieur le chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, son gouvernement. Ce geste, jugé très généreux, est au-delà d'une simple assistance. C'est un symbole de solidarité. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter à ce premier geste. D'autres initiatives découleront des conclusions issues de l'évaluation de l'étendue des dégâts de cette catastrophe, selon le directeur général adjoint de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Enfin, préparatif de la 6e édition du conte, les initiateurs de cet événement culturel s'activent pour offrir un spectacle de qualité. Face à la presse, les innovations sont annoncées comme les nouvelles histoires et danses pour renouer avec le passé. Abakar Diaby. La valorisation de la culture guinéenne demeure un défi majeur pour l'État et ses partenaires. Plusieurs pans du patrimoine national s'éteignent peu à peu, faute d'attention et risquent de disparaître si rien n'est entrepris. Pour inverser la tendance, la grande nuit du conte continue de se frayer un chemin à Conakry. Devant la presse, les initiateurs dévoilent les couleurs de la 6e édition. Un rendez-vous qui attire déjà des conteurs venus de toute l'Afrique de l'Ouest. On veut toujours pousser la barre plus haut. Donc c'est un spectacle inédit qui est répété pendant plusieurs semaines. C'est de nouveaux artistes, c'est de nouvelles histoires, c'est de nouvelles musiques qu'on va chercher. C'est des danseurs, c'est un nouveau décor. Cette année, le décor va changer un peu parce qu'il faut l'améliorer. C'est tout ça qui crée une particularité aussi à cette année. Porté par la Maison de l'oralité et du patrimoine Koumakan et ses partenaires,
Le projet vise à remettre en lumière la tradition guinéenne. Après une année de pause, la Grande Nuit du Conte revient avec de nouvelles ambitions pour hisser haut le tricolore national. Depuis que je participe à la Grande Nuit du Conte, chaque année, il y a toujours quelque chose de nouveau que j'apporte à cette Grande Nuit du Conte parce que, vous savez, on puise nos histoires dans ce patrimoine-là, ce patrimoine qui est inépuisable et surtout dans le patrimoine de la forge. Ça sera époustouflant, ça sera magique, ça sera magnifique, ça sera super, ça sera génial. Tout ce qui est adjectif qui peut qualifier une bonne chose, ça sera bien. Les organisateurs promettent une édition riche, nouvelles histoires, musique populaire revisitée, plats africains et guinéens, sans oublier le textile local. Un voyage culturel qui devrait permettre au public de renouer avec ses racines et de renforcer la contribution de la culture au développement socio-économique du pays. Dans un instant, vous suivrez une série de décrets juste après ce journal. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.